Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Et que c'est pas chaud aujourd'hui. Même dans mon studio, je gèle. J'ai un chandail, une veste, un foulard, je sais plus quoi faire. La clim l'hiver, je comprends pas ça. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, effectivement. On va commencer avec les syndicats parce que vous avez été très nombreux à réagir à notre entrevue d'hier avec la présidente de la CSN qui a décidé d'entamer des procédures contre le départ d'Amazon au Québec. On en a beaucoup parlé là, du fait qu'Amazon avait décidé de quitter le Québec. Une mesure anti-syndicale, estime la CSN, une décision qui bafoue les lois du travail. Beaucoup de gens qui sont mis sur la tranche, là, 1700 employés qui perdent leur job, mais de façon directe et indirecte, on parle plus de 4500 personnes qui vont devoir se relocaliser. Pas toujours évident, évidemment. On peut parler longuement des conditions de travail chez Amazon. On peut parler longuement aussi du fait que vous allez ou non boycotter. Il y a eu un sondage, les gens en début de semaine, qui m'a beaucoup surpris parce que autant il y avait des gens qui disaient, une personne sur trois à peu près, qui disait, hey, moi je boycotte. J'en suis d'ailleurs, j'ai enlevé l'application Amazon de mon téléphone. Mais il y en a autant, un Québécois sur trois qui dit, hey, regarde moi là, Amazon, bien pratique. Je vais continuer de magasiner sur Amazon puis d'avoir des boîtes livrées chez moi sans que je me déplace. Moi, envie de répondre, ouais, la journée où il n'y aura plus de petits magasins dans ton quartier, on va pleurer quand il n'y aura plus personne parce que ils vont avoir été mis en faillite par ces grandes multinationales. Mais c'est pas le débat que je veux faire avec vous ce matin, même si ça m'intéresse toujours d'avoir votre opinion là-dessus. Non, ce matin, je vous demande, d'après vous, est-ce que on en est encore à gérer des syndicats comme à la vieille époque. Parce que hier, ce qui a fait beaucoup réagir, c'est que je posais la question à la présidente de la CSN. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Caroline Saintville, que faudrait négocier un nouveau pacte social entre les syndicats et les travailleurs? Puis bon, sa réponse a été un peu molle, même si elle a fini par dire « ouais, peut-être ». Là, bon. Mais c'est ça la question. Est-ce qu'on n'est pas dû aujourd'hui à regarder un peu quelle est l'utilité des syndicats et de quelle façon ils peuvent encore faire le travail? Parce que je pense qu'il y a un certain travail qui doit encore être fait. Je pense que c'est pas de dire on jette les syndicats complètement, mais est-ce qu'on n'est pas encore... c'est pas nécessaire de réévaluer les besoins, finalement. Disons-le comme ça. Alors, pour participer à notre discussion, vous faites le 1-877-827-2346. C'est 187 Cube Radio pour nous joindre par texto. Je vous présente tout de suite mes invités. Il a déjà été président de la CSN, la Centrale des syndicats nationaux de 2012 à 2021, n'est-ce pas, Jacques Letourneau? C'est bien ça? Avant de se lancer en politique municipale. Merci d'être là, Jacques. Ben, ça fait plaisir. Toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Kevin Gagné est directeur des ressources humaines chez Franklin Empire Incorporé. Il est aussi professeur à l'UQTR, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, d'ailleurs, sur les ressources humaines. Vous enseignez un cours sur le syndicalisme, sur le syndicat, sur la négo aussi. Merci beaucoup d'être là. Je commence avec vous, parce que j'ai pas de doute que Jacques va prendre la parole. Ça a l'air qu'il m'enseigne. Il m'a dit ça tantôt. Ça a l'air qu'il m'enseigne. Ben voyons donc. Oui. Comment ça? Ben, il m'enseigne. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas déjà enseigné. Non, il est pas mal plus jeune. Un petit peu plus jeune. Mais non, mais j'ai enseigné la CSN. M. Letourneau, on en a discuté souvent dans mes cours avec mes étudiants. Ah, c'est ça que tu veux dire. Il t'enseigne. Il parle de toi. Parle de lui. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit tantôt. Puis qu'est-ce qu'on dit de Jacques Letourneau dans votre cours, Des bonnes Kevin? choses. Ouais? Des bonnes choses. Ben moi, je le connais. Ben, je le connais. Je le connais des médias, je le connais de mes lectures. Mes étudiants ne le connaissent pas, donc c'est à moi d'influencer positivement la vision. Qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves, à vos étudiants là, à l'UQTR sur les syndicats, le syndicalisme? Parce que le Québec a une longue tradition de syndicalisme. On a d'ailleurs un taux de syndicalisation aujourd'hui, même si ça a baissé beaucoup. On est autour de... Selon des chiffres là, de 2019, je sais pas... 37, 38 à peu près. 38. Oui, c'est ça. Le plus élevé en Amérique du Nord. Oui, exactement. Toujours. Ça a déjà été plus haut, par exemple. Qu'est-ce que vous leur dites, donc, aux étudiants? Ben, je leur dis que si vous avez un mauvais employeur, peut-être que le syndicat, c'est une bonne chose. Si vous avez un bon employeur et un mauvais syndicat, posez-vous la question, pourquoi vous êtes syndiqué? Il y en a des mauvais syndicats? Il y a des mauvais employeurs aussi, mais il y a des mauvais syndicats, effectivement. Oui. Non. Il y a des mauvais représentants syndicaux.
L'organisation syndicale peut être très bonne, mais être mal représentée. Oui. Jacques Letourneau, régulièrement dans l'actualité, on se pose cette question de l'utilité des syndicats. Évidemment, en ce moment, bon, on pourrait toutes les pointer du doigt. Là. Les derniers jours ont été encore ce matin. Magali Picard, la présidente de la FTQ, qui a donné des entrevues où, malheureusement, on aurait aimé des réponses différentes, où elle semble plus s'être intéressée à trouver qui a été le lanceur d'alerte, finalement, dans l'histoire de la FTQ Construction. Bon, ça, c'est pas... Non, puis c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Là. Évidemment, c'est inacceptable, là, l'histoire des rapports d'activité, des comptes de dépenses, tout ça, mais en même temps, c'est pas ça qui règle la question que tu poses. Ouais. Hein? Et souvent, ça vient faire malheureusement un peu ombrage au débat. Mais on se pose cette question-là parce qu'il y a ce genre de problème-là qui ressort de façon récurrente. Là. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce genre d'histoire. Là. Mais je vais te dire quand même, pour avoir fait du syndicalisme pendant 30 ans, dans un contexte où il y a de la décroissance, la mondialisation, les salaires sont peu ou pas élevés, de la critique à l'endroit des syndicats, on entend même à l'intérieur des syndicats. Et moi, j'aime bien sa piste parce que j'ai commencé comme ça. Moi, je viens d'un syndicat en milieu hospitalier où à l'époque, il y avait beaucoup d'insatisfaction à l'endroit de ceux qui étaient dirigeants du syndicat local. Et là, nous, on était à la CSN, la FTQ est arrivée en disant, venez avec la FTQ, vous allez voir, ça va être différent. Moi, je préférais le fonctionnement de la CSN. J'ai dit au monde de Charlemagne, on pourrait changer l'équipe en place. Hein? On pourrait se présenter. Il y avait 1100 membres dans le syndicat. Il y avait 30 personnes qui venaient aux assemblées générales. Ouais, c'est ça le problème. Fait que là, tu sais, les gens vont dire, le syndicat, va à ton assemblée, lève-toi, va au micro, puis propose-toi comme président à Jean de Grief ou responsable de la santé et sécurité. Et là, t'es pas dans de la théorie politique, là. T'es vraiment sur le plancher des vaches. Et après ça, comme monsieur dit, c'est vrai. Tu peux avoir un directeur des ressources humaines qui est fou comme de la marde. Moi, j'ai vu ça. Puis il y a des directeurs des ressources humaines qui comprennent, qui ont intérêt à s'entendre avec le syndicat. Ouais. Puis tu peux convenir d'une convention. Puis 95% des conventions sont négociées sans conflit de travail. Sans conflit de travail, effectivement. Donc, il y a, comme vous mentionnez initialement, l'historique du syndicalisme québécois a quand même... plus de 100 ans, on a eu une transition d'un syndicaliste de revendication vers un syndicaliste de négociation. Et comme M. Letourneau dit, là, on est dans une phase d'un syndicaliste de collaboration. Des mauvais employeurs, des mauvais syndicats, il va toujours y avoir de la chicane. Mais lorsqu'un employeur a une bonne relation avec son syndicat, on a une collaboration, on est en mesure de s'entendre, de trouver des pistes, des solutions. Mais encore faut-il qu'on ait plus qu'un 30 personnes sur 1200 ou 1100 personnes qui s'intéressent. Sinon, on a probablement des mauvais délégués syndicaux ou on a des employés cyniques par rapport au mouvement syndical aussi. Mais ça, justement, Kevin, il y a de plus en plus de gens qui ont ce sentiment-là, l'espèce de cynisme envers les syndicats, comme quoi ils sont pas utiles, qui se nuisent à eux-mêmes et à leurs membres. Et c'est ce que me dit Antoine. Il dit, moi, je suis d'accord que les syndicats nuisent maintenant à notre société. Impossible de faire des changements. Les gros syndicats sont trop forts. Ils se foutent des travailleurs. Ils veulent davantage leur cotisation, la grosse vie. Bon, on en parlait. C'est sûr que quand tu vois des comptes de dépenses comme la FTQ Construction, quand tu vois les méthodes d'un Rambo là, qui vient justement, là, il vient de perdre sa gloire, c'est sûr que les gens regardent ça et ils se disent, voyons, c'est quoi? C'est rendu quoi? Antoine termine en disant, il s'oppose à tout ce qui leur nuit. Il pense d'abord à eux. Il y a un autre auditeur, une auditrice là, qui dit, je suis travailleuse de la santé. Je suis sincèrement convaincue que sans syndicat, tu vois, peut-être CSN, c'est retour à presque l'esclavage. L'homme qui a appelé au sujet de sa carrière, c'est souvent des magouilles pour mettre spécialement un employé sur un poste pour ne pas respecter l'ancienneté du personnel. Des entreprises sans syndicats qui fonctionnent bien, bravo. C'est bien parce que les syndicats sont toujours dans les environs, donc ça maintient un bon fonctionnement. Il y a Marcel qui dit, le syndicat n'a qu'une seule véritable fonction, se nourrir lui-même. Le syndicat se fout royalement de ses membres. C'est fou, hein? Il dit la FTQ a gagé avec les employés d'Amazon et a perdu big time. Mais j'ai posé la question hier à Caroline Senneville. J'ai dit, aviez-vous prévenu vos membres? Ben oui. Moi, Elle a dit que oui, mais je dis, ils étaient prêts à perdre leur job. Ah ben voyons. Hey, quand on syndique, voyons, genre, oui ou non? Voyons, bien sûr que les gens, quand ils décident de se syndiquer, c'est parce qu'ils vont absolument. La syndicalisation, encore aujourd'hui... Mais ils sont 30 sur 1000, c'est sûr. Là, non, mais attends un peu, ça, c'est le syndicat qui existe depuis 50 ans puis que les gens s'en occupent plus. Là, je te parle d'une assemblée syndicale pour fonder un syndicat. Moi, je dis toujours, c'est pas la CSN ou la FTQ qui syndique, c'est les travailleurs qui syndiquent. Et moi, pour en avoir fait et avoir travaillé avec le service de syndicalisation,
syndicalisation, quand des gens t'appellent, faut que tu les informes parce que notre ami pourrait le confirmer. En vertu des lois du travail, tu as le droit de fonder un syndicat. Mais c'est encore laborieux, là. Il n'y a pas grand patron qui vont dire « Hey, venez-vous-en, on veut un syndicat, là. » Il n'y a aucun Donc, tu fais ça, tu fais ça à cachette, puis tu fais ça avec éventuellement la menace peut-être d'être suspendu, d'être congédié. Ils n'ont pas le droit, les patrons, de le faire. Mais ça arrive, là, il y a beaucoup de plaintes au tribunal administratif du travail. Mais ce qu'Amazon a fait, là, ben oui. est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou pas? Ben non, ils n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'ils vont toujours dire ça n'a rien à voir avec le syndicat. C'est ça qu'ils disent. Puis McDonald's, là, quand on les a syndiqués, c'est à rue Peel, ils ont fermé la concession de McDo sur Peel ou à Rawdon, ou le Walmart à Jonquière. Mais évidemment, si tu es capable de démontrer après ça devant le tribunal administratif du travail que c'est à cause de ça, là, ils vont être pénalisés. Walmart l'avait été dans le cas de... Mais ils n'ont pas réouvert le Walmart. Là. Mais toi, t'en penses, il va arriver quoi avec Amazon? Là? Avec Amazon? Ouais, ben, Amazon va continuer, ils vont sous-traiter. Ouais. Hein, parce que ce qui est quand même fascinant avec Amazon, on a atteint des sommets jamais inégalés. Là. Habituellement, tu fermes le McDonald's. Tu fermes pas les McDonald's. Tu fermes le Burger King. Ils ont tout fermé. Là, ils ont écoute, ça n'a pas pris 24 heures. Il y avait le logo. Ben oui, tellement. Il l'avait tellement prévu depuis des semaines. Non, quelques semaines précédemment, à la salle, là, il y a eu des tentatives qui ont échoué en 2022-2023. Ouais. Donc, ça s'est concrétisé à Laval. Mais Amazon savait très bien la position québécoise et la force du syndicat au Québec. Donc, Amazon savait très bien vers quoi ils allaient en laissant ouvert ou en fermant. Puis, ils ont fait un calcul stratégique. Ils se sont dit probablement que c'était moins dispendieux pour eux de fermer, de sous-traiter et de revenir comme c'était il y a 10-12 ans. Donc, c'était totalement connu d'avance. Autant de la part des employés qui voulaient se syndiquer, ils savaient qu'il y avait un risque. Mais comme M. Letourneau dit, lorsqu'on veut se syndiquer et qu'on fait face à un géant américain en l'occurrence, on sait dans quoi on s'embarque. Ils savaient très bien. Je n'étais pas en assemblée, je ne sais pas comment que le CSN a vendu la position et comment ils les ont bien avertis en disant il y a un risque, mais il y a toujours un risque. Comme M. Letourneau a dit, combien d'employeurs préfèrent ne pas être syndiqués ou vont faire des tentatives pour dire vous en avez pas de besoin. C'est illégal. Mais même si c'est illégal, les employeurs vont quand même le faire. C'est clair. Non, puis il faut quand même... Mais donc, comme tu dis, ils vont sous-traiter. Donc, ben oui, ils vont quand sous-traiter. même qu'on conclut que c'est illégal, qu'ils n'avaient pas le droit, qu'ils ont brisé... Ah, ils l'ont fait. Qui n'ont pas respecté. Ils l'ont fait pareil. Ah, ils vont pas rouvrir. Ils ne remettront pas leur Lego sur les entrepôts. Non. C'est fait, là. Oui, puis tu parlais de la CSN tantôt. Moi, j'entendais le vice-président de la CSN qui est responsable de la syndicalisation. Et je trouvais qu'il y avait une ligne qui était fort intéressante. Il disait, le problème d'Amazon, il n'est pas juste au Québec, il est partout sur la planète. Ah, mais complètement. Et moi, j'ai pratiqué ça pendant 8 ans, du syndicalisme international. Là. Et l'idée, c'est de développer des liens avec d'autres organisations. Amazon, on va les battre à l'échelle internationale en faisant des liens. On appelle ça la nouvelle économie. Hein. C'est la même affaire avec Google, c'est la même affaire avec les GAFAM, c'était la même affaire avec les nouvelles entreprises qui profitent des bas salaires. Profondément antisyndical. Trump-Bezos, là, tu sais. Fait que quand tu... Ça se tient proche, en tout cas. Ben, ça se tient proche. Puis quand tu conçois, penses-tu que Trump aurait accepté un syndicat devant lui? Hein? Hey! Et la. Il y a Samy, un chauffeur de la STM, qui nous écoute régulièrement. Merci de participer, Samy, à cette émission. Il dit, le syndicat avait une raison d'exister dans les années 70. Il a permis d'intégrer les femmes au marché du travail. Toi, à la CSN, écoute, bien c'est sûr, un l'équité syndicat salariale. Complètement. Et aux travailleurs moyens d'avoir une vie décente. Mais présentement, Samy dit que le syndicalisme, c'est une machine à cash. La cotisation est plus importante que le travailleur. Ça, je trouve ça intéressant. Chaque fois qu'on discute de l'utilité d'un syndicat, ben, ça nous permet de rappeler qu'ici, c'est comme... On dirait qu'on n'a comme pas le choix. Tu arrives dans une place, les jeunes là, qui arrivent, là, dans une entreprise syndiquée, c'est comme... Tu es obligé d'être syndiqué. Là. Tu peux dire, ne t'implique pas. Tu as le choix de ne pas t'impliquer du tout, de ne pas aller aux assemblées générales. Mais tu vas payer la cotisation pareil. C'est pris à même tes DAS, tes déductions à la source, ça fait partie, comme au même titre que le RRQ puis que ta retraite fédérale. Fait qu'il y a comme, tu sais, c'est sûr que tu es un syndicat, tu regardes ça, tu sais, le cash rentre tout le temps, plus t'as de monde, plus c'est payant. Il y a quelque chose là-dedans, tu te dis, c'est tentant de devenir une business puis d'oublier ta véritable utilité. Ah non, mais c'est parce que quand tu regardes la façon dont on fonctionne dans le mouvement syndical, la cotisation, elle sert souvent à soutenir les plus petits. Il y a des syndicats affiliés, moi j'étais à la CSN, où, de mémoire, à peu près 50% des syndicats, c'était des très, très petites PME, là. Des 25, 30, 40, 50 employés. Tu fais pas d'argent avec ça, là.
Oublie ça. Là. Quand tu syndiques un McDonald's, tu dépenses plus que ça rapporte en cotisation syndicale. Fait qu'il y a un équilibre qui s'installe dans l'organisation. C'est vrai que dans le secteur de l'aluminium, l'acier, les mines, les grandes entreprises, bon, tout le monde cotise et puis, évidemment, ça rapporte des fonds. Mais ça se rééquilibre dans l'organisation, au sens où ça te permet aussi de donner des services aux travailleurs, parce que le travailleur qui fait un dépôt de grief, là, ça prend toujours bien un avocat, ça prend un conseiller, ça... Fait que c'est vrai que quand tu sais pas comment ça fonctionne, tu peux avoir l'impression que c'est une machine à percevoir de l'argent, mais quand tu regardes comment le budget de la CSN est ventilé, puis c'est public, ça. Ouais. Tu vas sur le site, là, tu vas voir comment tout l'argent est dépensé, ben tu vas voir que c'est orienté vers les services. La CSN est meilleure que la FTQ, visiblement, que la FTQ Construction. Là, en tout cas, moi, je vais te dire, moi, j'ai toujours eu tendance toi, quand j'étais président... Toi, des gros steaks à 80$, t'as déjà mangé ça sur le bras du monde? C'est parce que le problème, Isabelle, c'est que pendant des années, au Québec, c'est le genre d'affaires qui passait comme une lettre à la poste dans des sociétés d'État, dans les grandes entreprises. Rappelons-nous, là, il y a 20 ans... il y a 20 ans, il y a une couple d'années à Montréal. Le fils de consultation, ils sont allés manger des huîtres en Europe. Fait qu'à la partie... Oui, exactement. Donc, à partir du moment où tu le sais, il faut que tu mettes en place des règles qui font en sorte... Là, c'est une discussion plus large. Mais comment ça se fait qu'on est toujours obligés, nous, citoyens contribuables, de rappeler à ceux qui ont des contrats du gouvernement ou qui sont sur le payroll du gouvernement ou qui sont rémunérés par des fonds publics, donc les citoyens, qui payent via leurs impôts, pourquoi toujours leur dire, tu sais, abuse pas, charge-moi pas ta bouteille de vin. Tu peux t'en boire une dans ton meeting. Tu sais, moi, des meetings au restaurant, d'accord, mais... Parce que ça prend des règles. Mais pourquoi il faut toujours rappeler ça? Pourquoi il faut rappeler qu'il y a des règles sur la route que tu peux pas dépasser 100 km/h? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des humains, là. Tu sais, on discute du syndicalisme, c'est fait par du monde. Hein? Ouais. Puis là, on est trois ici, puis on n'a peut-être pas les mêmes conceptions sur toutes les questions de la vie, fait que... C'est sûr, mais les auditeurs qui ont de l'opinion ici, la réalité que vous décrivez, elle existe autant dans les entreprises privées, avec on peut avoir des directeurs qui ont des comptes de dépenses qui invitent des clients, puis au lieu d'avoir une bière, il va y avoir 4 bouteilles de vin, on va se questionner, puis il va y avoir des règles en place dans une compagnie pour limiter ou prendre des actions contre ce type de comportement-là. Donc, c'est aussi valable dans le secteur privé aussi, oui, mais ça excusez-moi, mais c'est pas un argument de dire, l'autre, il faut le monde. Lui, il faut le monde aussi. Non, mais la morale de l'histoire, c'est que ça a déjà été admis dans la société et c'est en train de changer, mais il y a encore, malheureusement, des cas comme celui qu'on a entendu. C'est sûr, puis les pots de vin, puis les trucs comme ça, il n'y a pas si longtemps. Il y a... un auditeur qui dit « Amazon est un employeur dans 180 pays. » D'ailleurs, ça nous permet de rappeler qu'effectivement, comme disait Jacques Letourneau, dans plusieurs pays, là, il y a vraiment un mouvement, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, très, très fort, le mouvement anti-Amazon en Europe. C'est pas vrai là, qu'il y a qu'au Québec là, qu'on voulait faire des tentatives de syndicalisation. D'ailleurs, il y a des syndicats à Amazon aux États-Unis. Ouais. Ils ont de la misère, là. Mais en tout cas, le mouvement est parti. Il n'en tient qu'à nous, d'ailleurs, de le garder vivant parce que moi, sincèrement, j'ai peur de ces grandes compagnies qui ont des satellites un peu partout, qui ont le contrôle de nos données. Là. Amazon, sincèrement, c'est pas tant leur boîte qui me dérange, même si je trouve que, sincèrement, on pourrait faire des efforts pour être moins dépendant de ce genre de service, mais c'est aussi le fait qu'ils ont toutes nos données, là, Internet. Amazon est de plus grands distributeurs et fournisseurs de données sur la planète, là. La journée où ils décident là, que peu importe quoi, là, on est à sa merci. Là. Moi, je ne veux pas être à la merci d'une multinationale. Plein d'auditeurs, il y a Stéphane qui dit opinion partagée ici. En 30 ans, chez Bombardier, j'ai apprécié le syndicat quand j'ai traversé une mauvaise passe d'absentéisme, mais j'ai aussi constaté qu'il défendait très souvent des lâches. Intéressant, Stéphane. Mon beau-frère dort sa job. C'est exactement. On la connaît, c'est un classique. Mais à la base, un mauvais ou un bon employé, le rôle du syndicat, ça va être de représenter l'employé, de représenter tout le monde et ensuite mener peut-être une enquête, voir est-ce que c'est vrai que le beau-frère dormait sur la job, oui ou non. Ouais. Mais encore là, des gens non syndiqués dorment aussi sur la job. Dans mon syndicat, c'est ce qu'on avait fait, nous autres, parce que c'est vrai que les lois du travail... Tu nous dis après la pause. Okay, oui. Après la pause, on revient avec mes invités. Et vos commentaires, bien sûr, par texto 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Êtes-vous syndiqué? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous nuit? Trouvez-vous que c'est trop cher? Il y a Stéphane là, qui travaillait chez Bombardier. Si ça vous tente de nous appeler, Stéphane, nous dire... moi,
on veut pas des noms, là, mais les lâches, on parle de qui? C'était-tu le beau-frère de l'autre là, qui dormait sa job, justement, ou c'était quoi? Votre opinion là-dessus, on parle de l'utilité des syndicats ce matin, tout de suite.